Connu à travers le monde entier pour son dynamisme culturel et économique, malgré ses problèmes sociopolitiques, le Nigeria est un des pays africains qui a le vent. Que ce soit dans le domaine du pétrole, de la musique ou du cinéma, on ne peut parler d'Afrique sans parler du Nigeria. Mais à peine 50 ans en arrière, ce beau pays vivait les heures les plus sombres de son histoire à travers la guerre du Biafra. Sous fond de tensions ethniques, tribales et religieuses, les peuples du Nigeria se sont entredéchirés. Mais ce qui fait la spécificité même de ce conflit, c'est que, en plus d'avoir des tensions en interne, cette guerre a vu l'apparition d'ingérences de puissances mondiales comme la France, l'Angleterre, la Chine, la Russie, les États-Unis et même des pays africains comme la Côte d'Ivoire, le Gabon. Bref, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Un conflit qui a engendré pratiquement 1 million voire 2 millions de pertes en vies humaines. Pourquoi et comment sommes-nous arrivés là? Qui étaient les protagonistes de ce conflit, mais surtout, comment ce conflit s'est terminé. Bonjour, je suis Mr. Arès, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour tous ceux qui sont nouveaux ici, sachez que je produis des vidéos où je parle de culture afro, d'histoire afro, tout ce qui tend à valoriser, à cultiver, à élever notre communauté, j'essaye d'en parler sur cette chaîne. Je produis des mini-podcasts où on parle de sujets d'actualité qui touchent notre communauté, on reçoit des personnes, ça peut être vous bientôt, et on parle de sujets vraiment qui touchent notre communauté. Je réalise également des mini-documentaires où je vais à la rencontre de jeunes Africains qui sont dynamiques, qui sont inspirants, qui créent des choses. Si tout ça vous parle, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Ceci étant dit, parlons du sujet du jour, la guerre du Biafra. La guerre du Biafra est un conflit qui s'est déroulé au Nigeria entre 1967 et 1970, en causant par la même occasion le décès de pratiquement 1 à 2 millions de personnes. Mais pour comprendre la guerre du Biafra, il faut s'intéresser à l'histoire même du Nigeria, et cela demande un léger retour en arrière. Le Nigeria a toujours été une colonie britannique, mais elle a toujours fait l'objet de convoitises de la part de la France. Le 1er octobre 1960, le Nigeria est officiellement indépendant. La Fédération nigériane, comme on l'appelle, est le pays le plus peuplé d'Afrique avec environ 45 millions d'habitants. Ces 45 millions d'habitants sont répartis entre 250 voire 300 ethnies. Et là, naturellement, on doit se dire, waouh, 300 ethnies, quelle diversité culturelle, quelle force. Eh bien, cette spécificité démographique s'est avérée être un élément qui a complexifié l'histoire même du Nigeria, sous forme de tensions tribales, de népotisme, de tribalisme, de concurrence malsaine. Il y a eu des tensions qui ont mis en exergue vraiment l'instabilité sociopolitique de ce pays. Il faut dire que durant la colonisation, la Grande-Bretagne a divisé le pays de telle sorte qu'au nord, on retrouve les Haoussa, qui sont majoritairement musulmans. Et la société Haoussa est régie de telle sorte que ce sont les émirs qui prennent les décisions. Les émirs eux-mêmes obéissent aux sultans, les sultans qui ont les pouvoirs économiques, politiques et religieux. Il y a également une spécificité, c'est que les Haoussa ont nourri eux-mêmes un stéréotype plutôt valorisant qui dit que physiquement, ils sont très forts. Donc l'armée nigériane est majoritairement constituée d'Haoussa. Et ce détail est très très important pour la suite de l'histoire. Pour comprendre vraiment cette histoire, il faut vraiment que vous soyez concentrés parce que c'est une histoire c'est un conflit qui est très complexe. Au sud-ouest, on retrouve les Yoruba. Au sein des Yoruba, il y a des musulmans comme des chrétiens. Les Yoruba sont également régis sous forme de société. Ils ont des chefs qu'on appelle les Oba. Les Oba sont des personnes qui ont réussi économiquement, professionnellement ou socialement et qui ont la crédibilité pour être les chefs. Mais ils n'ont pas les mêmes pouvoirs que les sultans, par exemple, chez les Haoussa. En dernière position, dans la région du Delta, il faut rappeler que la région du Delta, c'est la région qui regroupe vraiment les mines, les puits de pétrole. C'est là-bas qu'on retrouve les Igbo. En effet, durant la colonisation, les colons britanniques auraient favorisé les Igbo du fait que les zones étaient favorables à l'exploitation, au pillage des ressources, donc ils les ont favorisés. Et qui dit favorisation, à l'époque, c'était vraiment la christianisation, ils ont été christianisés, ils ont été alphabétisés, et une fois qu'il y a eu vraiment l'ébauche même d'un pays institutionnalisé, tous les postes de haute direction dans l'administration ont été attribués aux Igbo. Cela vous met un peu les bases de cette histoire. À l'aube même de l'indépendance, en 1957 par là, le pays, en termes de politique, le pouvoir politique est partagé entre les Igbo et les Haoussa. Je dis bien partagé parce que ce n'est pas parce que deux ethnies, deux groupes ethniques sont alliés pour avoir le pouvoir d'un pays qu'ils sont amis. Vous le verrez dans la suite de la vidéo. Alors, nous sommes en 1957, comme je l'ai dit, le pouvoir politique est partagé entre les Igbo et les Haoussa. Les Yoruba, de ce fait,
sont exclus de la vie politique du pays. Donc, premier clivage. Et donc, ça continue comme ça jusqu'à l'indépendance. On continue le même système. Igbo, Hausa. Le 1er octobre 1963, le Nigeria devient officiellement la République autonome du Nigeria. Parce qu'avant ça, le Nigeria était indépendant, mais il faisait partie du Commonwealth, d'où la Fédération du Nigeria. Là, maintenant, c'est la République autonome du Nigeria. Et là, il faut mettre en place un pouvoir politique. Et à cet instant-là, les Nigérians décident de continuer le système de coalition au pouvoir entre Igbo et Hausa. Le Premier ministre est un homme politique connu au Nigeria et bien avant l'indépendance, il avait déjà occupé des postes au sein du ministère. C'est M. Abubakar Balewa Tafawa. Il est Hausa. Le président, quant à lui, est Igbo. C'est M. Benjamin Ndandi Azikiwe. Donc vous voyez bien que le président est Igbo, le Premier ministre est Hausa. Il faut dire qu'au sein du pays, il y a déjà des tensions. Les populations en ont marre, elles vivent dans des conditions exécrables, elles se plaignent, les salaires sont très bas et elles estiment que les instances dirigeantes même du pays vivent dans une opulence qui ne dit pas son nom. Et clairement, leurs doléances, leurs plaintes sont à l'encontre d'une personne, M. Abubakar Balewa. Parce que M. Abubakar Balewa est depuis longtemps dans les instances dirigeantes du pays. Il aurait été impliqué dans plusieurs histoires de corruption et tout. Donc il y aura des manifestations qui seront réprimées de la plus violente des manières. Parce que bien évidemment, M. Abubakar est Hausa, l'armée est majoritairement Hausa. Et les manifestants sont pour la plupart des ethnies autres que les Hausa. Donc il y aura une répression qui sera très violente. Et donc c'est dans ce contexte-là que, en 1965, les premières élections démocratiques du Nigeria sont organisées. Durant ces élections, la donne va totalement changer. Je vous fais un petit topo. Depuis le début, le pouvoir est partagé entre les Igbo et les Hausa. Mais là maintenant, pour ces élections, il y a deux blocs qui s'affrontent. Le premier bloc, c'est le NNA, le parti Hausa, qui s'est associé avec les Yoruba conservateurs. De l'autre côté, on a l'UGPA, le parti Igbo, qui s'est associé avec les Yoruba progressistes. Les élections ont lieu et au sortir des élections, le parti Hausa sort largement vainqueur, une victoire écrasante. Ce serait trop beau. Bien évidemment, le parti Igbo conteste parce qu'ils estiment qu'il y a de la fraude. Donc dans la foulée, des Igbo sortent dans les rues pour manifester, pour dire non, il y a eu du trucage et tout. Vous connaissez la suite, hein. Répression dans la violence. Les Igbo qui ont le malheur de vivre au nord du pays sont victimes d'exactions et ça pousse déjà certains Igbo à commencer à quitter le nord du pays pour retourner dans le nord-est, là où sont leurs semblables. Ça, c'est vraiment le contexte. Bien évidemment, voir son peuple qui est victime d'exactions, qui est victime de répression difficile, va nourrir un certain ressentiment au sein des populations. Et nous arrivons en 1966, l'année où le Nigeria a passé un cap en termes d'histoire sanglante. Le 15 janvier 1966, un commando constitué d'officiers Igbo dirigé par M. Chukwuma Kaduna renverse le pouvoir en place. Enfin, c'est mal dit. Il faut que je vous refasse ça simplement. Je vous avais dit que le pouvoir était désormais dans les mains du parti Hausa, qui s'est associé à des Yoruba conservateurs. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ils ont choisi comme président un Igbo. Ce n'est pas pour apaiser, ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. Ils ont estimé que c'était lui qui devait être président. C'est assez étrange, mais le président était Igbo. Mais le pouvoir, en tout cas, appartenait aux Hausa et aux Yoruba, et une certaine frange des Yoruba. Mais le président était Igbo, très important. Donc le 15 janvier 1966, quand il y a ce coup d'État-là, chose étrange, le président est en mission aux Antilles. Qui est président? M. Abubakar Balewa. M. Abubakar Balewa est arrêté par les soldats Igbo. Il est exécuté, sa dépouille est retrouvée plus tard quelque part. Il y a également le premier ministre des États du Nord, Hausa également, M. Amadou Bello, qui est arrêté avec sa femme et les deux sont exécutés. Je ne sais pas si vous êtes conscient, les Igbo qui ont repris le pouvoir ont un but: nettoyer, exécuter tous les Hausa qui occupent des hauts postes. Ce sera pareil dans l'armée. Les hauts dignitaires de l'armée seront arrêtés, emprisonnés ou exécutés. Les plus chanceux vont réussir à s'enfuir. Ça, c'est vraiment le contexte. Et là, naturellement, quand on fait un coup d'État, la personne qu'on vise généralement, en tout cas généralement, c'est le président.
Sauf que là, le président était en vacances aux Antilles. Et moi, je suis président, je prends un exemple. Il y a un coup d'État où mes collaborateurs sont victimes d'assassinat, de prison. Est-ce que vous pensez que je songerais même à rentrer? Eh bien, il est rentré et il n'a pas été inquiété. Raison pour laquelle certaines personnes se sont dit que les Igbo, à travers le président qu'ils ont mis, ont préparé un coup d'État, une expédition punitive contre les Aoussa. En tout cas, c'est ce que certaines personnes disent. À vous de voir, vous me direz ça en commentaire. Et donc, ils vont mettre à la tête du pays un militaire Igbo qui s'appelle M. Johnson Aguiyi Ironsi. Johnson Aguiyi Ironsi arrive au pouvoir, on se dit qu'il va apaiser les tensions. Eh bien, non. Dès qu'il arrive, il prend des décisions très clivantes. Sa première décision, c'est de suspendre le mode de fonctionnement initial même du Nigeria qui fonctionne en états fédéraux. C'est-à-dire qu'au Nigeria, c'est pas comme dans certains pays d'Afrique, c'est des grands états avec des gouverneurs. Ces états-là se forment en semi-autonomie, voire autonomie. Et le président vraiment fait office de ciment entre ces états. Lui, quand il arrive, il dit, ce fonctionnement-là est caduque. Il annule tout ça. Il centralise tous les pouvoirs à Lagos. En tout cas, il a centralisé tous les pouvoirs. Donc c'est lui maintenant qui décide tout. The regional military governments are directly responsible to the head of the federal military government and the supreme commander of the armed forces, Federal Republic of Nigeria. I do not think that I should start off with press censorship. But I may impose censorship if it became necessary. My main concern is to restore law and order as soon as possible. Et ça ne va pas du tout plaire aux Haoussa. Parce que les Haoussa, ils se disent, attendez, nos chefs politiques ont été exécutés, nos chefs militaires ont été exécutés, et maintenant, le peu de pouvoir qu'on a même dans nos États, on le gèle. Et là, la pilule n'est pas du tout passée. Donc, dans le nord du pays, habité majoritairement par les Haoussa, il y a eu des représailles, mais d'une extrême violence. Les Igbo ont été massacrés. On parle d'environ 30 000 pertes en vies humaines. Hommes, femmes et surtout enfants. Dans ce contexte-là, donc, le président Johnson, qui est fraîchement élu, dans ses fonctions-là, malgré ses décisions clivantes, a sous-estimé vraiment la dangerosité de la situation. Parce que il est arrivé au pouvoir, certains dirigeants hauts dignitaires politiques et militaires Haoussa ont réussi à fuir avant d'être arrêtés et exécutés. Ça, c'est de 1. De 2, il a sous-estimé le fait que l'armée nigériane était majoritairement constituée de Haoussa. Dans ce contexte-là, donc, il va en visite dans la 3e plus grande ville du pays, Ibadan, voir une caserne militaire. Et là-bas, mutinerie. Coup d'État, on l'assassine. Seulement 6 mois après le premier coup d'État, en seulement 1 an, il y a un second coup d'État sanglant où le président est assassiné. Les Haoussa sont revenus au pouvoir. À la suite de ce coup d'État, on met au pouvoir un autre militaire, M. Yakubu Gowon. Yakubu Gowon arrive au pouvoir et clairement, il a vraiment l'intention d'apaiser les tensions. En tout cas, en toute neutralité, c'est le sentiment qu'on a. Il essaie vraiment d'apaiser les tensions. Il organise même une rencontre entre les 4 gouverneurs du pays, parce qu'il y a 4 États dans le pays. Mais parmi ces gouverneurs, il y a un gouverneur qui s'appelle Odemegu Emeka Ojoku. Ojoku refuse d'aller à la rencontre. Pourquoi? Parce qu'il est le gouverneur de la région orientale du Nigeria, la région du Delta, où vivent les Igbo. Il estime que les Igbo sont en train de se faire exécuter. Et il n'a pas envie d'aller à cette rencontre parce qu'il a peur pour sa vie. Donc, ce qui se passe, c'est que le président Gowon veut tellement la paix, en tout cas visiblement, c'est ce qui paraissait. Hein. Il organise une rencontre en terrain neutre au Ghana, à Abouri. Donc, à Abouri, une ville du Ghana, on organise une rencontre où tous les gouverneurs là sont là, le président même est là. Ils vont discuter pour installer vraiment les bases d'une paix. Et au sorti de cette rencontre à Abouri là, ils sont plutôt optimistes. Et là, naturellement, on se dit, mais pourquoi ils sont optimistes? Pourquoi c'est beaucoup plus détendu? Quand on lit l'accord en question en long et en large, on voit dans les grandes lignes qu'il est prévu qu'on redonne aux États du pays leur semi-autonomie.
Donc clairement, là les tensions sont apaisées, on s'est dit que ça va aller. Sauf que, de retour au Nigeria, le président fait volte-face. Il annonce que il a prévu une nouvelle organisation de l'État du Nigeria. Et là, clairement, on ne comprend pas. On se dit, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu un accord, tout le monde était partant. Qu'est-ce qui va se passer? Le 27 mai 1967, il joint l'acte à la parole. Il décide donc de diviser les 4 États du Nigeria en 12 États. Mais il y a un État qui est très affecté, l'État de Ojoku, l'État des Igbo. Cet État-là est divisé en 3 États. Suivez très bien. Vous savez très bien que l'État des Igbo est l'État où il y a le pétrole, le gaz, toutes les ressources minières. Et donc, il va diviser cet État-là en 3 États. L'État du Sud-Est, l'État fluvial et l'État du Centre-Est. Mais cette division a un but très précis. Déshériter les Igbo de ce qui fait leur force, le pétrole. Je m'explique. À la suite de cette division d'État-là, le président décide que l'État du Centre-Est, qui est généralement l'État où les gens vivent, l'État le plus habité, reste sous la coupole de Ojoku. Donc pas de problème, les Igbo peuvent le garder. Les 2 autres États ne sont plus sous la coupole de Ojoku. Alors que c'est au sein de ces 2 États-là qu'il y a tous les puits de pétrole, toutes les ressources minières, tout le gaz, bref, tout ce que vous pouvez imaginer. Clairement. Et là, Ojoku s'est dit, attends, ils sont en train de faire du mal à mon peuple. Mon seul moyen de pression, c'est le pétrole. Ma seule ressource de revenus, c'est le pétrole. Si on m'enlève le pétrole, mais que devient mon peuple? Et là, clairement, à peine 3 jours après le discours du président, il annonce que l'État du Nigeria oriental, qui est sous sa coupole là, est indépendant. Pire, il annonce même une scission. Une sécession, je ne sais pas comment on prononce, mais en tout cas, il se sépare du Nigeria. Il crée un nouvel État qu'il va appeler le Biafra. Le Biafra a son drapeau, le Biafra a son hymne national. En tout cas, tout est fait pour se séparer totalement du Nigeria normal, du Nigeria fédéral, du Nigeria dirigé par Gowon. Et là, clairement, Gowon le prend très très mal. Mais il n'a pas la mesure de la personne qui est en face. Parce que Ojoku a le profil de quelqu'un qui a vraiment les épaules de sa politique. Il est issu d'une famille très très aisée. Il allait faire ses études à Oxford. Il aurait pu rester là-bas. Il est revenu pour être gouverneur dans son pays. Et donc dans ce contexte, le pouvoir en place par le biais de Gowon directement applique un embargo. Directement, embargo. Plus de nourriture, plus de médicaments, plus de produits de première nécessité. Rien ne sort, rien ne rentre. Et clairement, ça fait très mal. Les populations souffrent très fortement. Sauf que Ojoku n'a pas l'intention d'abandonner. Mais il y a une petite spécificité, c'est que l'argent est toujours plus important que tout. Je m'explique. Durant cet embargo-là, rien ne sort, rien ne rentre. Sauf que dans la région du Biafra, là, nouvellement Biafra, il y a tous les puits de pétrole. Ces puits de pétrole-là sont exploités par 2 entreprises étrangères britanniques appelées Shell et BP. Shell et BP exploitent ces puits de pétrole. Environ 500 000 barils de pétrole par jour. Par jour. Et ils versent des taxes à l'État nigérien. L'État nigérien étant très intéressé par l'argent, a mis un embargo sur les régions, mais n'a pas mis d'embargo sur les exploitations pour pouvoir toujours prendre ces taxes. Mais Ojoku n'a pas envie de s'amuser. Ojoku décide donc d'imposer à ces entreprises-là de verser la fameuse taxe-là à lui et l'État du Biafra. Les entreprises anglaises n'ont pas le choix. Hein. Comment elles vont faire pour sortir les 500 000 barils de pétrole par jour? Elles acceptent. Et là, directement, Gowon voit noir. Il voit très très noir. Ce petit conflit d'ego entre Igbo et Hausa là, est en train de priver quand même le pays de sa plus grosse manne financière, le pétrole. Là, clairement, on n'est plus dans l'embargo. On passe directement à la vitesse supérieure. Il envoie des forces militaires. Mais étant donné qu'il a sous-estimé vraiment la résilience et la détermination des gens en face, il a qualifié ça d'une opération policière. Parce qu'il pensait que ça allait prendre 2 heures, 1 jour, 2 jours. Au final, il a fait face à des personnes qui étaient déterminées. Donc très vite, ça s'est transformé en opération militaire. Les forces fédérales nigérianes, par le biais du président Gowon, vont mettre en place une opération offensive appelée Unicode. À travers Unicode, c'est très simple.
Ils vont attaquer violemment les positions du Biafra. Ils vont essayer de prendre le maximum de positions. Et c'est ce qui va arriver parce qu'ils vont attaquer. Ils vont récupérer la capitale du Biafra, Onogu. Ils vont encercler le Biafra, prendre en possession les villes ou les zones où il y a l'exploitation de pétrole. Mais en face, il y a Ojukwu. Ojukwu est déterminé à faire front face à la puissance de frappe nigériane. Et là, clairement, il va également mettre une opération de défense appelée Torch. À travers cette opération, il y a la riposte qui donne aux forces nigérianes qui attaquent, mais par le même moment, il va intelligemment fomenter un coup où un commando va passer par un état voisin pour monter sur les gosses. Le but est vraiment d'aller faire un coup d'état ou aller prendre le pouvoir. Bien évidemment, éloignés de leur terre et sans véritablement de grands appuis, ils seront repoussés. Dans la foulée, ils vont perdre beaucoup de villes, il y aura beaucoup de décès. Et le pire dans tout ça, c'est que ce ne sont pas que les militaires qui ont pris cher. Parce que dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer de façon militaire, la position a changé, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Non, je vais vraiment vous expliquer les raisons qui ont conduit à ça, pour que vous compreniez que si on ne fait pas attention avec les histoires d'ethnie, on aura des problèmes. Mais vous expliquer aussi l'impact que ça a eu sur les civils. Je m'explique. Arrivé à un certain moment, le président Gowon a mis un blocus. Il a mis la marine nigériane autour du Biafra. Rien ne rentre, rien ne sort. Plus de nourriture, plus de médicaments, rien. On parle d'environ 3500 décès par jour. Des enfants qui avaient le ventre ballonné, qui avaient le kwashiorkor, qui étaient mal nourris. Si vous vous rappelez, durant un moment, on voyait beaucoup de photos d'enfants malades, d'enfants en période de guerre, squelettiques et tout. La majorité de ces photos-là venaient du Biafra. Donc, très clairement, il n'est pas venu pour faire des quartiers. Civils, femmes, enfants, militaires, tout le monde prendra cher. Et très très vite, il va gagner du terrain dans le conflit. Jusqu'à 1968, où le conflit s'enlise, personne n'arrive à avancer, personne n'arrive à reculer. Contre toute attente, l'armée du Biafra, qui n'est pas forcément aussi nombreuse que l'armée nigériane, résiste, à telle enseigne que le président Gowon va faire un discours pour inciter toute la nation à se mettre au diapason pour cette guerre. Donc les effectifs de l'armée vont décupler très vite, mais il n'y a pas assez d'armes. Il n'y a pas assez d'armes parce qu'ils ont prévu faire cette guerre, mais ils ne sont pas préparés à cette guerre. Et donc, il va commencer une autre guerre, la guerre des informations. À ce stade-là, Ojukwu est très fin stratège. Qu'est-ce qu'il va faire? Il sait que les enfants n'ont pas accès aux médicaments, ils n'ont pas accès à la nourriture, les gens meurent de problèmes de santé, de malaise, de malnutrition. Et à cette époque, le reportage photographique a de l'ampleur dans le monde entier. Il va ouvrir ses frontières aux reporters militaires, aux reporters de guerre. Et ces photos-là vont faire le tour du monde jusqu'à vraiment créer la sympathie dans de nombreux pays. Et de nombreuses organisations humanitaires ont vu le jour en 1967 lors de la guerre du Biafra. Beaucoup d'organisations sont venues pour aider vraiment les populations qui étaient là. On fait des ponts aériens pour pouvoir nourrir les populations malgré l'embargo. Et c'est comme ça qu'il a organisé une guerre d'information pour pouvoir vraiment se mettre en position de victime vis-à-vis du monde entier. Mais cette position n'a pas seulement attiré les organismes humanitaires, ça a créé une internationalisation du conflit. Alors, je suis en train de faire le montage de la vidéo. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas énumérées dans cette vidéo volontairement, pour certaines, parce que je ne veux pas que la vidéo fasse 1h30. Même en 1h30, on ne pourra pas tout dire sur cette guerre parce qu'elle était vraiment très complexe. Mais il y a également des choses que je n'ai pas énumérées parce que, à trop vouloir censurer certaines choses, je les ai oubliées. Il faut préciser que les Igbo ont également commis des exactions, ont également commis des crimes très graves. Donc, personne... C'est très compliqué pour nous qui sommes à l'extérieur de ce conflit de dire que telle personne a raison ou telle personne n'a pas raison. Le plus important, c'est que vous avez vraiment les tenants, les aboutissants de ce conflit. Voilà. Et il faut également préciser que les grandes puissances en présence, les grandes puissances mondiales qui étaient là, ont certes envoyé des aides humanitaires, mais elles ont également donné des armes, mais elles ont surtout eu recours à des mercenaires. Il y a des documents qui le prouvent, c'est attesté, prouvé. Voilà, des petites précisions qui étaient très importantes pour la vidéo. Ceci étant dit, bonne continuation. Alors, je m'explique. Il faut savoir que au début de l'intro, je vous ai dit qu'il y avait eu l'Angleterre, les États-Unis, la Chine, l'URSS, tout ça. On va se concentrer sur deux grands protagonistes, l'Angleterre et la France. Au début de ma vidéo, je vous avais dit que la France avait longtemps courtisé le Nigeria, mais n'ont pas pu. Et là, c'était l'occasion de revenir prendre ce qu'ils avaient voulu de tous les temps. Mais pour comprendre tout ça, il faut mettre les choses en contexte. Nous sommes en 1967,
Il y a eu la guerre qui a opposé Israël à de nombreux pays arabes où ils ont été battus. Au sorti de ça, les pays arabes ont frappé très fort. Ils ont sanctionné tous les pays qu'ils ont estimé avoir vu soutenir Israël. Et en 1973, quelques années plus tard, il y a la crise du choc pétrolier. Donc les prix des barils de pétrole sont doublés. Mais en amont, en 1967, les puissances occidentales savent très bien les répercussions qu'elles vont avoir pour avoir soutenu entre guillemets Israël. Donc il faut chercher des débouchés pour le pétrole. Il faut chercher où on peut aller choper du pétrole. Et ça tombe bien, la guerre du Biafra rentre parfaitement dans l'agenda machiavélique. Donc comme des vautours, la France va arriver, l'Angleterre va arriver, les États-Unis vont arriver, la Russie va arriver. Ils vont tous arriver. Mais on va se concentrer sur l'Angleterre et la France. Dans le cas de l'Angleterre, c'est très simple. L'exploitation du pétrole qu'ils font vraiment au sein du Nigeria, c'est vraiment en collaboration avec une entreprise d'État nigériane. Ok? Et clairement, pour eux, ils n'ont aucun intérêt à ce que le Nigeria perde cette guerre. Parce que si le Nigeria perd cette guerre, ils ont investi 200 millions de livres dans cette histoire. Ils n'ont pas envie de perdre. Donc que les enfants meurent de faim, que les enfants meurent de kwashiorkor, ils n'en ont rien à cirer. Absolument rien à cirer. Donc, ils vont soutenir l'État en place. Clairement. Vraiment, sans faux fluent, ils soutiennent l'État en face. Clair. Maintenant, on en vient à la France. La France a à sa tête, depuis 1958, le général de Gaulle. Le général de Gaulle a un projet. C'est qu'il veut concurrencer les entreprises d'extraction pétrolière comme Shell, BP et tout. Donc, il va fusionner plusieurs entreprises françaises qui travaillent dans le domaine du pétrole pour créer une entreprise que vous connaissez sûrement aujourd'hui, Elf. Et Elf a pour projet de concurrencer des cadres comme Shell, BP et tout. Donc, voilà vraiment un peu le contexte. Donc, il veut vraiment concurrencer ces gens. Mais où il va avoir le pétrole? Où? Sur le continent africain, il sait déjà où il peut avoir. Au Gabon, il y a Omar Bongo. Omar Bongo, c'est un des pions de la France-Afrique. À peine il crachait, Omar Bongo pouvait prendre ça et boire. Donc il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, il est tranquille. Mais là, le Nigeria, c'est un autre délire. En termes de pétrole, c'est un autre délire. Donc là, concrètement, il va s'ingérer dans ce conflit-là. En tout cas, officiellement, on dit plutôt que les deux parties, en l'occurrence les forces du Biafra et les forces fédérales, auraient demandé l'aide de la France. Et la France a mis un embargo sur les deux parties. Ça, c'est officiellement. Mais officieusement, la France va soutenir le Biafra. Parce qu'elle se dit que si je soutiens le Biafra, si le Biafra gagne, Shell et BP sautent. Et c'est moi qui arrive pour gérer tout ça. Donc clairement, la France a un parti pris très clair. En plus de cela, on sort de la fameuse guerre dont je vous ai parlé, qui opposait Israël à certains pays arabes. Donc ils sont conscients que s'ils ne trouvent pas des débouchés de pétrole très très vite, ils vont se faire taper sur les doigts, mais au niveau des prix, ça va être chaud de ouf. Donc la France a sa position, l'Angleterre a sa position. L'Angleterre clairement envoie des armes, mais de ouf, à l'État nigérian pour faire sa guerre. La France est un peu moins mitigée. Ils envoient un peu. Mais il faut dire que là, même au sein de la France, il y avait un double discours. Le Quai d'Orsay, par le ministère des Affaires étrangères, ne pouvait pas soutenir le Biafra parce qu'ils estimaient que le Biafra n'était pas un État reconnu, un État légal. Par contre, l'Élysée, c'est une autre histoire. Le général de Gaulle a un ami de longue date, Jacques Foccart. Foccart, si vous voulez, pour que vous ayez un ordre d'idée, la majorité des coups d'État qui ont été effectués sur le continent africain durant les périodes des années 90, 80, 90, là, c'était lui. Même avant, c'était lui. C'est-à-dire qu'il est décrit comme un amoureux de l'Afrique, comme un fin connaisseur de l'Afrique, mais c'est le fer de lance de la France-Afrique. C'est lui qui a soutenu tous ces présidents qui ont dormi au pouvoir. C'est lui qui a soutenu tous ces présidents qui voulaient piller le pays, mais du moment où il partageait les richesses avec la France, grosso modo, c'était vraiment le pion de la France sur le continent africain. Jacques Foccart a une autre vision. Lui, il veut vraiment s'ingérer dans cette guerre. Mais comme De Gaulle, c'est vraiment son poteau, il a convaincu De Gaulle de le soutenir dans ce projet-là, d'armer les forces du Biafra. Donc, le ministère des Affaires étrangères ne veut pas soutenir cette guerre parce que le Biafra, parce que voilà, légalement, c'est un peu compliqué, même l'État ne veut pas s'ingérer. Mais De Gaulle, par le biais de Foccart, va s'ingérer dans cette guerre. Donc, ils vont soutenir les forces du Biafra. L'Angleterre va soutenir les forces légales fédérales du Nigeria. En plus de cela, qui dit France
dit forcément les pions qu'ils ont sur le continent africain, qui boivent tout ce qu'ils disent, qui font tout ce qu'ils disent. C'est pas véritablement les pays, c'est les présidents. La France-Afrique avait des fers de lance sur le continent. Des présidents qui buvaient tout ce qu'ils disaient, des présidents qui faisaient tout ce qu'il fallait faire. Ouma Bongo et Félix Houphouët-Boigny. Donc, concrètement, c'est Félix Houphouët-Boigny et Ouma Bongo qui vont envoyer toute l'aide qu'il faut au Biafra. Ils vont vraiment mettre des actions en place sous couvert d'actions humanitaires, mais en tout cas, ils vont essayer de soutenir comme ils peuvent le Biafra. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont donner les armes, mais en tout cas, ils vont soutenir le Biafra comme ils peuvent. L'Angleterre, quant à lui, soutient clairement, sans faux fuyant, soutient militairement l'État en place pour qu'ils en finissent très vite, pour qu'eux ils puissent prendre leur pétrole et se tailler. Et on va arriver là au 24 décembre 1969 où les forces de l'État fédéral nigérian vont lancer une vaste offensive contre les positions du Biafra avec de nouvelles armes qu'ils ont, avec des avions même pour bombarder. L'offensive est tellement violente que M. Ojukwu réussit à fuir pour aller en Côte d'Ivoire. Et il sera en exil là-bas pendant pratiquement 13 ans. Mais c'est ça l'histoire de la guerre du Biafra. Je n'ai pas fait cette vidéo dans le but vraiment de raconter les détails des affrontements, montrer des images sanglantes. Je voulais raconter pour que vous puissiez comprendre la complexité du conflit. Même là, la vidéo, je ne sais pas faire combien de temps, mais je pense que je n'ai pas tout dit. J'ai vraiment essayé de d'édulcorer les choses parce qu'il y a trop de nuances, il y a trop de complexité. Mais la morale de l'histoire, vraiment, l'une des morales de l'histoire, c'est que les histoires d'ethnie, les histoires de tribus, les histoires de séphonisme, les histoires de népotisme peuvent être de grosses gangrènes dans nos pays. Et nous savons très bien que dans les pays africains, ça perdure. Le Nigeria a mis longtemps pour se remettre de ça. Il y a à peine encore 10 ans en arrière, je voyais des journaux où des musulmans attaquaient les chrétiens attaquaient les musulmans. Je ne sais même pas si actuellement ça a apaisé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On va essayer de mettre une vraie petite communauté en place et on va organiser un live bientôt où on va pouvoir discuter de sujets qu'on aura choisis au préalable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Abonnez-vous massivement et puis d'ici là, portez-vous.